OK. Oui, bonjour. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité. C'est toujours important ces rencontres-là parce que, en fait, j'ai assisté aussi au colloque à Victoriaville, puis à d'autres aussi, bientôt à Longueuil. Et on s'aperçoit que c'est commun à tout le monde. On partage beaucoup notre sentiment d'impuissance par rapport à ce qui se passe actuellement. Et comme l'a dit Philippe, c'est pas fini. Ça fait que commencer. Donc, on a intérêt à s'organiser, mais surtout à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Parce qu'on est pris dans une espèce de tourbillon, il faut agir dans l'urgence, mais on prend difficilement du recul par rapport à ce qui se passe. Et c'est pas un reproche, ça, c'est carrément une condition. Mais donc, moi, comme chercheur, effectivement, j'ai le privilège de faire des recherches et effectivement d'essayer d'avoir ce recul-là. Et j'ai fait une recherche sur les pratiques de cohabitation, en fait, plus précisément sur les pratiques de gestion du partage de l'espace public dans le centre, à Montréal et à Québec, surtout au centre-ville, pour les deux, le quartier Saint-Roch et le quartier le quartier, pas latin, mais le quartier des spectacles. OK? Et pour voir aussi sur le long terme, le long cours, un peu comment les quartiers ont évolué dans leur rapport avec la présence des personnes en situation d'itinérance. Mais pour l'instant, je vais plutôt effectivement, vous proposer une lecture qu'on a faite, des résultats de plusieurs petites recherches composées, où on a fait une analyse transversale pour essayer de se faire une tête sur quelle patinoire jouent les acteurs, les groupes d'acteurs actuellement, en ce qui regarde la question de la cohabitation. Et puis, quelles sont les positions qui sont occupées? On privilégie quelle orientation plutôt que telle autre? Donc, ça l'aide à prendre du recul puis à savoir à se positionner, puis à voir aussi les conséquences de ces choix-là, de se positionner ici plutôt qu'une autre manière. Donc, je voudrais juste faire une petite mise au point au début. Oui, ça, en fait, c'est l'ouvrage qu'on a publié en 2021 qui fait état de tous ces résultats-là et beaucoup d'autres, d'ailleurs. Donc, c'est une infime partie de ce que je vous présente, là, qui est contenu dans le livre, s'il y en a qui veulent aller plus loin. Il faut distinguer, au départ, 3 sphères d'activité qui s'entrecroisent et qui rendent complexe, effectivement, la question de l'itinérance en général. Donc, il y a la production de l'itinérance, qui est composée plus des logiques macro-socio-économiques, politiques, psychosociologiques. Donc, qu'est-ce qui produit l'itinérance? Une combinaison de ces trucs-là. L'accueil-réaction, c'est la façon dont on réagit puis quel service on mobilise pour répondre aux besoins. Donc, les logiques de service public communautaire ou de charité. Et la cohabitation, qui est distincte, qui est axée sur les logiques d'interaction dans l'espace public et ça peut être conflictuel, convivial, solidaire. Donc, moi, je vais me concentrer, bien entendu, sur la cohabitation, les logiques d'interaction, mais on comprend bien qu'il y a des intersections dans tout ça. C'est-à-dire que si on produit beaucoup plus d'itinérance, ça affecte les pratiques de cohabitation. Et si, effectivement, on manque de services, ça affecte encore les pratiques de cohabitation. Mais là, je n'irai pas nécessairement dans ce domaine-là, mais plutôt me concentrer sur, avec toutes ces carences-là et ces possibilités-là, comment on agit par rapport à la gestion du partage d'espace public. Oui, c'est moi qui fais ça. Je veux mon iPad aussi pour lire comme il faut. Bon. Le premier, sous forme de schéma, on a essayé justement de situer un peu l'ensemble de ces pratiques. Donc, vous voyez d'un côté une grande flèche engraissée, comme on dit, et l'autre plus petite. Eh bien, celle qui va à gauche, elle vise, dans le fond, la marginalisation des personnes en situation d'itinérance. Ça ne se dit pas bien, c'est moralement inacceptable, mais malheureusement, ça existe. On ne veut pas qu'ils soient dans le décor, là où ils sont, etc. Donc, on veut essayer de les déplacer. Et on est plus dans la répression et dans l'invisibilisation. On veut pas les voir. Qu'elles aillent ailleurs, oui, mais on ne veut pas les voir. Donc, il y a des stratégies qui sont occupées à Montréal et à Québec pour faire ce genre de résultats-là. Et c'est effectivement, malheureusement, les stratégies qui sont les plus nombreuses jusqu'à maintenant. J'espère que ça va changer. À droite, effectivement, c'est les stratégies qui vont viser à rendre visibles les personnes itinérantes dans les espaces publics, non pas à les cacher ou à les éloigner. Donc, les rendre visibles. Donc, là, on parle plus de cohabitation, tandis qu'à gauche, on parle plus d'exclusion. Okay? Donc, et là, il y a, en fait, il y a six stratégies qu'on a répertoriées. C'est l'expulsion, et ça va effectivement en degré d'intensité, en termes d'objectifs, d'invisibilisation ou de visibilisation. Donc, à gauche, c'est l'expulsion, le repoussement,
la concentration, la dilution, la représentation, le rassemblement. Donc, c'est vraiment une espèce Vous voyez que c'est ces deux flèches qui vont dans des directions opposées. Et c'est vraiment vécu comme ça. Et là, c'est pour ça que nous, quand on parle d'enjeu, on ne parle pas de défi comme on en parle habituellement. Un enjeu, sa définition formelle, c'est une tension entre, dans ce cas-ci, des façons de penser, de juger et d'agir. Et là, nous, on a essayé de documenter, effectivement, ce schéma-là documente la tension en termes de gestion, des pratiques de gestion de la cohabitation. J'ajoute un autre élément. Les premières stratégies, repoussement, exclusion, tout ça, ce sont des stratégies qui agissent sur un élément essentiel de l'itinérance, bien entendu, c'est leur mobilité. On veut les déplacer, on joue sur leur mouvement. C'est comme ça qu'on va essayer de coexister. Les déplacer, les replacer, les concentrer, voyez-vous, ou au contraire, les rassembler. Vous voyez, on joue là-dessus pour essayer de cohabiter. L'autre élément qui renforce les deux objectifs contradictoires, eh bien, ce sont des pratiques d'intervention cette fois-là. On ne travaille pas sur la mobilité, mais en même temps, par effet secondaire, ça agit sur la mobilité. Donc, la première, ça se trouve être la prise en charge, qui rappelle la norme. On prend en charge ces personnes-là parce que, effectivement, elles n'ont pas assez de compétences pour pouvoir sortir de la rue pour le faire par elles-mêmes. Donc, on va les aider à les orienter pour qu'elles puissent sortir de la rue et avoir un travail, un logement, bref, leur rappeler la norme habituelle d'un citoyen normal. Okay? C'est un peu ça l'idée. Et on parle de normalisation pour cette raison-là. La deuxième approche d'intervention, c'est toujours aussi pour changer le statut. Le but, c'est de transformer leur statut, pour faire en sorte qu'elles soient invisibilisées. Donc, ça veut dire plus une personne itinérante, mais une travailleuse, un travailleur, un bénévole ou quelqu'un citoyen ordinaire ou assisté social, bon, quoi que ce soit. Bref, changer de statut. C'est ça le but. Mais la deuxième orientation, c'est la prévenance. Pas prévention, prévenance. Prévenance, ça veut dire aller à la rencontre des personnes, connaître leur histoire, leurs aspirations, leurs besoins, avoir un dialogue vraiment d'écoute pour voir comment, comme intervenant ou intervenante, je peux soutenir cette personne-là et enrichir leur expérience de vie autrement que par celle qu'elles ont vécue dans la rue. Donc, augmenter la personne à partir d'une demande qu'elle pourrait me faire pour essayer de l'aider. Donc, on est effectivement dans un autre registre, mais tout ça dans la perspective qu'elle change aussi, qu'elle améliore sa situation, mais pas qu'elle sorte de la rue à tout prix, mais qu'elle change de statut un jour. Bon, mais disons que c'est pour l'instant, c'est effectivement une visée qui est plus proche de la visibilité. On veut vraiment mettre la personne au centre en fait, qu'elle soit propriétaire de son processus de sortie de rue, quoi, et que ce ne soit pas une injonction. Vous comprenez? Il y a vraiment une différence. Donc, si on va dans le détail, parce que c'est important, ces stratégies-là, pour donner des exemples concrets. L'invisibilisation, bon, par rapport à l'expulsion, il s'agit de faire disparaître les personnes en situation de marginalité ou d'itinérance par la judiciarisation. Vous savez, les constats d'infraction qu'on donne aux itinérants à Montréal et à Québec, ils n'ont pas baissé. Il y a des collègues qui travaillent de la recherche là-dessus, qui ont documenté. Donc, ça continue. Donc, à force d'avoir des paiements élevés, on va en prison et donc elles sont invisibilisées. Il y a aussi, au niveau juridique, quand on interdit un quadrilatère à des personnes, interdit d'aller dans tel quartier, c'est aussi une autre façon d'invisibiliser. Le repoussement, stratégie de repoussement, elle est beaucoup pratiquée, mais elle est plus subtile. Il s'agit de disperser les personnes marginalisées en périphérie, en les excentrant du territoire occupé. Ça peut être la déconcentration des ressources communautaires, ou ça peut être des ambiances répulsives, telles que la diffusion continue de la chanson Baby Shark là, au complexe des Jardins, c'est un exemple, ou ce qu'on appelle le design hostile, ou de l'urbanisme situationnel, c'est-à-dire, on en parlait ce matin, les questions d'éclairage, ou éventuellement de verrouiller le couvercle des poubelles pour pas qu'on fouille dedans. En tout cas, vous voyez, il y a toutes sortes de petits dispositifs qui sont mis en place dans cette stratégie-là. L'autre, c'est la concentration. Isoler les personnes marginalisées pour faire écran. L'idée, c'est la place Émilie-Gamelin, entre autres, à Montréal, a été occupée principalement par des groupes de personnes en situation d'itinérance, de jeunes de la rue à l'époque, etc. Donc là, les citoyens, les résidents, les employés des immeubles environnants ne s'appropriaient pas le parc.
Donc, on a trouvé une façon, non pas d'exclure les personnes en situation d'itinérance du parc, mais plutôt d'augmenter l'affluence de d'autres personnes, donc pour se réapproprier le parc, en animant le parc de manière continue et effectivement en le surveillant, etc. Donc, ça fait que ça noie le poisson, comme on dit, dans le sens que ça crée une zone de mitigation où on ne voit pas que les personnes itinérantes, mais aussi plein d'autres choses qui sont animées. On appelle ça une visibilité conditionnelle. Okay? Dans le sens qu'on veut qu'ils soient visibles, mais en autant qu'ils se perdent dans le décor. Ah non, excusez. Je viens d'aller plus vite. C'est la dilution, ouais, la visibilisation conditionnelle. La dilution. Parce que la concentration, c'est davantage, effectivement, l'idée... je reviens un peu avant. Là. La concentration, à un moment donné, pour l'illustrer rapidement, c'est un commandant de poste de police qui m'a dit, écoutez, moi, je suis tanné d'avoir des plaintes à répétition par tel commerçant, tel commerçant. Il y avait toujours un petit groupe de jeunes, de personnes en situation d'itinérance. Donc, j'ai dit à mes patrouilleurs, amenez-les au parc Vigée. Puis dites-leur qu'on va leur laisser la paix. Fait que là, amenez-les, puis de même, bon, donc on concentre les personnes de cette façon-là. À Québec, c'était aussi déplacer la porte principale du rendez-vous centre-ville, qui est un organisme communautaire au sous-sol de l'église Saint-Roch. On l'a déplacé en arrière parce que la rue Saint-Joseph était en pleine revitalisation et s'il fallait que ce soit des commerces de luxe qui soient là. Voyez-vous? Donc, on concentre. Donc, c'est une manière de cohabiter. Moi, je dirais pas, mais coexister, bon, oui, peut-être, mais avec ce genre de stratégie. Donc, j'ai parlé de la visibilisation conditionnelle au parc Émilie-Gamelin, mais la visibilisation assumée. Oups, ça va plus vite. Attendez, je vais revenir. Je suis pressé parce que 20 minutes, j'ai tellement de choses à dire que... Bon. Visibilisation assumée, c'est la représentation et le rassemblement. Donc, la représentation, c'est, bien, vous connaissez les groupes communautaires, la défense de droits, c'est que finalement, on veut les rendre visibles étant donné leurs conditions de marginalisation et on veut défendre leurs droits d'occuper l'espace public librement comme n'importe quel autre citoyen. Okay? Donc, ici, on va effectivement s'organiser pour qu'elles soient plus visibles et on va essayer de sensibiliser la population sur les plans juridiques, publics ou médiatiques aussi. La dernière, c'est le rassemblement. C'est on pourrait dire la visibilité ultime, où ce sont les personnes en situation d'itinérance qui se rassemblent avec d'autres ou seuls pour justement montrer leur existence sociale à tout le monde sans craindre de se faire marginaliser, mais en tout cas en s'affirmant comme des citoyens qui ont le droit de le faire. Et effectivement, cette possibilité-là s'exprime aussi par les campements urbains, hein, au maximum, mais ça peut être la nuit des sans-abri, bon, des choses comme ça. La transformation du statut, la troisième, en fait, le deuxième groupe de stratégie pour la cohabitation, c'est la normalisation, puis ça, j'en ai parlé tantôt, la prévenance aussi, j'en ai parlé tantôt, mais pour donner des exemples de normalisation, les approches associées au logement d'abord. Vous allez être étonné, hein, donner un logement, est-ce que c'est vraiment... Ben oui, c'est l'idée d'avoir un logement comme n'importe qui, mais on ne se soucie pas nécessairement de la façon dont la personne va... le mode de vie que la personne va avoir. Est-ce qu'elle va sentir de l'isolement, etc. Après, il y a peut-être de l'accompagnement parfois. En tout cas, c'est différemment appliqué. Et c'est aussi axé sur le logement privé. Donc, ça peut aussi changer ces choses-là. Donc, on essaie de faire en sorte que la personne s'adapte aux conditions actuelles du logement ou de toutes sortes d'autres situations. La brigade des espaces publics, c'est aussi pour essayer de rappeler à l'ordre les gens dans des comportements civiques, etc. La prévenance, effectivement, là, c'est dans le milieu communautaire surtout, mais pas que. On parle de café-rencontres, d'art visuel, de vidéos, des pères aidants. Ça peut être des emplois, mais des emplois désirés, là, et puis peut-être créés par les personnes. La salle, en tout cas, bon, j'arrêterai sinon je vais perdre le temps, là. C'est pour vous donner des exemples qui illustrent. Et finalement, si on termine avec le dernier élément d'analyse des stratégies d'action comme telles, eh bien, ce sont au niveau des imaginaires. Et ça, c'est important parce que les imaginaires sociaux, puis ça, bon, je n'ai pas le temps de vous expliquer la méthodologie qu'on a utilisée parce que c'est à travers les journaux écrits
francophone sur une vingtaine d'années qu'on a recueilli des articles et on a pu repérer des représentations sociales communes, mais autour de 3 grands imaginaires sociaux qui les nourrissaient. Okay? Donc, qui guident la manière de penser la place des personnes itinérantes dans l'espace public, qui nous amène à juger d'une manière et à agir d'une autre aussi. Donc, ce qui fait que c'est important de saisir ces éléments-là comme repères qui guident les pratiques des gens, qui guident leur regard, finalement, sur les personnes. Donc, le premier imaginaire, on l'a qualifié éco-sanitaire. Celui qui justifie des stratégies d'invisibilisation. Okay? Donc, c'est important de saisir que c'est pas parce que les gens les aiment pas, les itinérants. C'est pas ça. C'est plus complexe que ça. Et à travers des discours qui sont transmis, eh bien, on a donné une définition suivante là, de l'imaginaire éco-sanitaire. C'est qu'avec cet imaginaire-là, on interprète les pratiques d'occupation de l'espace des personnes marginalisées à l'image d'un environnement naturel dont l'équilibre serait menacé par la présence de ces personnes, un peu comme une invasion risquant de dévitaliser les lieux. Okay? C'est comme de l'intrusion, mais de l'invasion peut-être. Elles peuvent être vues comme un problème de santé ou de sécurité publique à contenir, à l'image d'un risque de contamination ou d'une menace appréhendée. Ce type d'idéologie, parce que c'est carrément une vision du monde, justifie ainsi un discours gestionnaire d'assainissement des nuisances publiques inhérentes à la présence des personnes marginalisées. Hein, l'expression les lieux vont être nettoyés, comme si on faisait fi des personnes qui y étaient là. Donc, l'imaginaire éco-sanitaire nourrit 4 représentations sociales. Il y a des représentations sociales bipolaires qui sont ici. Okay? Donc, autour de insécurité, sécurité, civilité, incivilité, cultivé, sauvage, propreté, saleté. Donc, c'est clair que à travers la lecture des expressions des gens, des acteurs qui s'exprimaient par rapport à des situations, des événements dans l'espace public avec les personnes itinérantes, on a relevé ce genre de discours, de langage, de vocabulaire autour de toutes sortes de situations différentes. Et on a vu que ça formait une façon de comprendre et justifier des actions d'invisibilisation. L'imaginaire démocratique, lui, interprète en fait la présence des personnes itinérantes comme dans la perspective de citoyenneté et de défense et de justice sociale. Donc, on veut défendre leurs droits et on va effectivement justifier un certain nombre de revendications et d'actions pour soutenir les personnes marginalisées, considérées comme des citoyens laissés pour compte ou victimes de préjugés et de profilage social. Hein? Là, la question de la défense du droit au logement social, et non pas le logement privé, okay, mais social, viendrait d'un imaginaire démocratique comme tel. Donc, les représentations bipolaires autour de cet imaginaire-là, c'est autour de l'égalité, inégalité, autonomie, aliénation, inclusion, exclusion. Et le dernier imaginaire, c'est l'imaginaire salutaire qui, lui, effectivement, renvoie à la question de la prise en charge. OK? Il y a des discours religieux et laïques à ce niveau-là. Et effectivement, c'est une représentation qui est fondée sur le désarroi des personnes marginalisées qui occupent l'espace public en jugeant la vie de rue comme étant négative en soi. Les personnes dans la rue ne peuvent pas habiter la rue. Je vous pose la question. Moi, je travaille là-dessus actuellement, sur qu'est-ce que ça veut dire habiter la rue. Parce que si on veut cohabiter, il faut cohabiter avec des gens qui habitent. Donc, si les personnes, on pense qu'elles n'habitent pas ou qu'elles ne devraient pas habiter la rue, que ce n'est pas fait pour être habité la rue, eh bien là, il y a quelque chose qui échappe. Là. On cohabite comment à ce moment-là? Vous comprenez? Bon. Et ça, c'est important. Et ça, l'imaginaire salutaire interdit l'habitat de la rue comme tel. Et donc, on veut sauver ces personnes-là de la rue contre leur gré à la limite, parce que, bon, les gens n'ont pas... S'ils étaient capables, effectivement, elles le sortiraient par elles-mêmes. Donc, on va les orienter par un discours pragmatique et normalisateur de sortie de la rue. Okay? Comme je l'ai dit tantôt, à l'aide de guidance ou de bienfaisance, parce que ça peut se faire avec beaucoup de soins, hein, permettant de secourir et de rescaper ces victimes. Bon, la charité, l'incitation au travail ou au logement. Quand je parle... Et là, je ne parle pas de toutes les nuances qui peuvent exister dans la manière de travailler une incitation pour ne pas la rendre une injonction. Vous comprenez tout ce que je veux dire? Mais j'essaie juste de donner des repères grossiers, si on s'entend, mais qui montrent un peu le jeu dans lequel vous jouez, si notre analyse est bonne. Donc, attendez, je pense que j'ai terminé, je vais vérifier. Ah oui, bien, c'est ça. Bien, écoutez, on pourrait finir par ça. Que veut dire habiter? Hein?
juste pour qu'on soit au clair, pour pas que je vous laisse dans habiter, qu'est-ce que ça veut dire, parce que ça veut dire toutes sortes de choses pour toutes sortes de monde, là. Mais c'est de créer un système d'emprise sur les lieux que l'individu interprète en termes de possession et d'attachement. C'est une extension, un prolongement de soi, d'où l'expression du chez-soi. Et plus qu'un abri, avoir une place dans un lieu où l'acte d'habiter est possible en toute sécurité permet de stabiliser son identité et de favoriser des interactions sociales. La propriété privée, le logement locatif sont plus que de simples marchandises. Ce sont des supports à l'individualité d'une personne considérée comme sujet de droit. Sauf que ça, c'est un idéal. Parce que dans la rue, on peut habiter. Mais ça ne veut pas dire que les gens habitent avec toute la sécurité. On s'entend, on l'a entendu aussi. Mais l'idée, c'est que les personnes sont dans l'effort, dans la tentative de s'approprier un lieu de manière précaire, OK, on s'entend, pour finalement essayer de stabiliser de manière éphémère et temporaire une place, des lieux, un réseau de lieux pour le maintenir de façon à avoir un équivalent de leur chez-soi. Là, je suis dans la nuance, OK? Non, mais c'est parce qu'il faut reconnaître au moins cet effort-là, parce que bientôt, il n'y aura pas de ressources ni de logement. Donc, si on ne reconnaît même pas que les personnes habitent la rue, eh bien, on perd énormément comment je peux dire, un levier pour travailler avec ces personnes-là par rapport à la façon d'améliorer leur situation, etc. Sinon, on est dans le vide, là. Bon, ouais, je vous remercie.